Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission. Nous sommes le lundi, le Bitcoin toujours sur le même niveau. Par contre, c'est très intéressant parce que là, on a un Ether qui commence à performer. Regardez, il est quasiment sur les 3000. J'exagère en disant quasiment parce qu'en fait, on a juste dépassé les 2900. Le Binance Coin, lui, bah voilà, il a eu son pump finalement il y a quelques jours, il se stabilise vers les 350 $. Mais effectivement, on voit que l'écosystème en général, regardez, je vous montre, est assez haussier. Alors là, je regardais tout à l'heure STX qui est juste incroyable en termes graphiques. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Mais si on regarde l'alcool dominance, voilà, on voit que la reprise, elle est encore très faible, très légère. Imaginez ce que ça peut donner sur l'Ether, hein, si jamais on a ça qui se produit, et sur également la plupart des cryptos en fait. Le Bitcoin est très très haut, mais par contre, le reste finalement, a pas mal de retard. Donc le programme du jour, bien sûr, revoir un peu ce contexte de marché actuel, notamment avec un Bitcoin qui arrive sur un point de résistance, reparler un peu de tout ça, avant d'aller analyser quelques cryptos. Alors on va aujourd'hui se contenter du top 50 à top 100. Voilà, chaque jour j'essaye de regarder des catégories de cryptos différentes, parce qu'il y en a tellement qu'évidemment on ne peut pas toutes les passer, donc je fais celles qui m'intéressent, ou plutôt celles qui ont les meilleurs graphiques, hein, celles qui ont les graphiques les plus intéressants à observer. Je vais vous passer la très courte introduction, pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît, je vous dis à tout de suite. Alors, comme d'hab, j'ai toujours deux trucs à vous dire avant de débuter. La première chose, c'est que vous avez été nombreux à rejoindre le village, hein, le clan du petit jeu que je vous ai présenté il y a quelques jours, 70. Donc ça fait un peu effet boule de neige parce qu'il y a des personnes, effectivement, qui rejoignent, qui eux invitent d'autres personnes et donc ça grossit assez rapidement. Je pense qu'on peut atteindre les 100, voire les même 300 ou 500 assez rapidement. Donc si ça vous intéresse, hein, c'est un petit jeu, c'est un portefeuille décentralisé. Si vous connaissez rien à la blockchain, ça va vous permettre de découvrir plein de choses, de la façon dont fonctionne un peu la finance décentralisée. Donc ça peut être très intéressant pour vous. Et en bonus, en plus d'apprendre des trucs, peut-être même que vous allez gagner de l'argent sans avoir investi un centime. Et ça, c'est un petit peu la magie de la blockchain et des cryptos, hein. Vous pouvez simplement découvrir des choses et avec un système incentive, vous gagnez même en contrepartie, pourquoi pas de l'argent. Vous êtes récompensé pour ça. Si ça vous intéresse, j'ai fait un tuto qui explique tout. Il y aura aussi les liens dans la description de la vidéo que je vous mets en haut à droite maintenant. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est le portefeuille fictif. Là, c'est pour les personnes un peu plus avancées qui ont déjà peut-être quelques cryptos, peut-être 10, 15, 20 cryptos, qui ont déjà 4, 5 plateformes différentes, qui savent plus trop où ils en sont, ils ont de l'argent réparti un peu partout, ils savent même pas combien ils sont en train de gagner ou de perdre. J'ai créé un outil, un tableur qui récupère automatiquement le prix des cryptos. Donc là-dessus, tu vas mettre par exemple les cryptos que tu possèdes, automatiquement les prix vont s'afficher en dollars, en euros, et ça va s'actualiser toutes les heures. Et ensuite, tu vas pouvoir tout simplement rentrer ce que tu possèdes et ça te dira combien tu es en train de gagner, de perdre, les pourcentages de répartition, stablecoin crypto, bitcoin altcoin, etc. Plein de choses en fait hyper intéressantes en temps réel du coup. Et tu as même une page pour ce qui est plus-value, moins-value. Ça peut t'aider pour les déclarations d'impôts. En haut à droite, je te mets la notif pour une vidéo où j'explique beaucoup mieux le tableur, hein, plus en détail, page par page. Et puis dans la description sous cette vidéo, tu as les infos pour l'obtenir. Alors on débute avec le contexte de marché. Donc là c'est intéressant parce qu'on a un Bitcoin qui, on va dire, se stabilise, entre guillemets, hein, ça fait vraiment pas longtemps qu'on est venu chercher les 52 000. Alors est-ce qu'on peut appeler ça une stabilisation? Je ne sais pas. En tout cas, le graphique hebdomadaire que vous avez sous les yeux ne montre aucune stabilisation, on est en pleine hausse. Maintenant, c'est vrai que la stabilisation, je parle plus sur du court terme, c'est-à-dire que si je me mets maintenant en 4 heures, voilà, vous la voyez la stabilisation, elle est là. On est arrivé ici sur ce sommet le 14 février à 21 h, le jour de la Saint-Valentin, et depuis on stabilise. C'est clair, propre, précis, on ne peut pas le nier maintenant sur le 4 heures. Sauf que c'est beaucoup trop court terme pour en tirer quelconque conclusion. La seule chose qu'on sait maintenant, que je vous ai déjà montré plusieurs fois à l'écran, c'est qu'on est sur un point de résistance très fort. Parce qu'on est en plein milieu de la ZR ici, et que s'il y a bien une zone où effectivement on doit prendre des profits, ou des premiers profits, si on a commencé à investir dans le Bitcoin dans cette phase de prix, eh ben, c'est maintenant, c'est la zone des premiers profits entre guillemets en termes de trading pur. Maintenant, on a le halving qui arrive dans 2 mois. Est-ce que ça vaut le coup de prendre des profits, sachant que voilà, derrière, on peut avoir finalement, comme c'est ce qui s'est passé ces dernières années, après le halving, un ATH, c'est-à-dire un all-time high, c'est-à-dire un nouveau sommet historique sur le Bitcoin, c'est-à-dire au-dessus des 69 000 en l'occurrence. Voilà, ça c'est le contexte de marché. C'est le contexte de marché qui est aujourd'hui très favorable, mais qui va pas le rester. C'est quand c'est le plus favorable qu'il faut s'inquiéter en général, hein. Donc peut-être maintenant, je ne sais pas. Le Fear and Greed, qu'est-ce qu'il donne? Parce que bon, moi, chaque fois que je le regarde, bah, voilà, encore un niveau en dessous des 80, mais c'est incroyable, je trouve, moi personnellement, je trouve ça vraiment fou et incroyable de voir un Fear and Greed au niveau des 75. Peut-être que moi qui suis tout le temps dans les cryptos tous les jours, en fait, je me dis qu'avec cette hausse, finalement, tout le monde devrait être euphorique, mais visiblement, ça n'est pas le cas.
Alors peut-être que c'est pas fini en fait, peut-être qu'on peut aller chercher les 57 000, rentrer en zone de grid, enfin on y est déjà, mais d'extreme grid on va dire, au-dessus des 80, des 90 sur le Fear and Grid, j'en sais rien, mais en tout cas je trouve ça incroyable. Descend trader, est-ce qu'on a des liquidités à venir chercher? On c'est toujours long à charger ce truc. Et on a effectivement des liquidités et qui sont assez conséquentes d'ailleurs, hein. Je ne pensais pas, peut-être qu'elles se sont accumulées d'ailleurs récemment. Peut-être que beaucoup de personnes shortent le marché sur les niveaux actuels, je sais pas. Mais en tout cas, vous voyez que là, en fait, ce niveau des 57 000 dont je parlais juste avant n'est pas du tout déconnant. On vient englober. Alors, est-ce qu'on peut. Ouais, j'aimerais bien faire ça. On va faire ça. On est plus proche ici et on cherche les creux. Les creux, c'est les zones où le Bitcoin peut s'arrêter concrètement, hein. C'est-à-dire qu'on vient liquider ça, ça fait un effet crescendo qui fait que le Bitcoin continue de monter, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive sur le creux. Et là, voilà, c'est l'hésitation. Derrière, on peut encore avoir l'effet crescendo jusqu'aux 57 500, etc. Et on voit que là où effectivement ça se calme réellement, c'est à 58 400. Derrière, il y a un vrai creux qui s'opère. Un vrai creux jusqu'à ce qu'on ait de nouveau de la liquidité plus loin, aux alentours des 64 000, etc. Mais concrètement, c'est tout à fait viable du coup de le voir monter jusque-là. Et ça permettrait finalement de venir englober l'intégralité de cette zone de rechargement. Et après, vous voyez que les 64 000, c'est carrément le sommet hein, sur le Bitcoin. Là, pour moi, ça devient tout à fait... Enfin, ça devient de la science-fiction pour moi d'imaginer un ATH avant le halving sur le Bitcoin. C'est de la science-fiction. Maintenant, si ça se produit, franchement, c'est incroyable. Ça veut dire on va peut-être avoir un cycle ultra bullish cette fois-ci. Et peut-être qu'en fait, avec les ETF, etc., qui ont été approuvés, c'est possible. Peut-être que énormément d'argent dans les années qui viennent pourront être intégrés dans le Bitcoin. Je ne sais pas. Maintenant, tout ça, ça reste de la spéculation. Voilà, on verra bien où ça s'arrête. En tout cas, là, on est dans un espace critique où il faut se méfier. Voilà, c'est là un peu c'est ça la conclusion. On va regarder un peu l'Ether. L'Ether, il nous fait quelque chose de fabuleux. Donc l'altcoin dominance, oui, l'altcoin dominance se reprend très légèrement, c'est très faible. Le RSI, malgré tout, est très joli sur l'altcoin dominance aussi, puisqu'on voit un marché très baissier avec énormément de bougies rouges se dessiner. On est presque sur un bottom ici. Hein. Regardez, c'est fou hein, sur l'altcoin dominance. Le RSI, par contre, revient sur les 40, au-dessus des 40 déjà. Donc ça montre que la divergence est en train de se créer, la latéralisation est encore trop jeune là, à l'heure actuelle encore pour se dire qu'un retournement peut se produire, graphiquement parlant. Maintenant j'y crois fortement à ce retournement, donc ça c'est après mon esprit qui est biaisé un peu par ma façon de voir les choses, mais c'est comme ça. L'Ether, donc je vais vous montrer l'Ether. L'Ether par rapport au dollar. Il est en train de casser des niveaux parce qu'on atteint quasiment les 3000 $. Et j'avais dit la semaine dernière, voilà, c'est le niveau qu'on attend, c'est celui-là. Donc bon, là j'ai mis, apparemment il y a 2 Fibos, voilà, il y a des chiffres qui se superposent, c'est illisible. Mais c'est ici, voilà, c'est ici que je veux effectivement observer l'Ether. Je veux voir un Ether entre les 3400 et les 4000 $ pour me dire, ça y est, on commence enfin à rattraper le retard, les altcoins se reprennent réellement, on peut peut-être avoir une alt season. Pour que l'alt season se produise, il faut à minima qu'on récupère le retard qu'on a sur les altcoins, à savoir cette zone, déjà pour l'Ether. Donc pour moi, pour qu'on ait une alt season, c'est-à-dire des cryptos qui surperforment le Bitcoin, eh ben, il faut déjà qu'on revienne dans cette zone, il faut que sur ce graphique, on ait quelque chose de bullish qui se dessine avec des W confirmés, etc. On n'y est pas vraiment encore, c'est pas tout de suite. Même si on a très envie que ça se produise, il faut être très patient. Et peut-être que le Bitcoin va perdre moins 40% avant qu'on ait une alt season en fait. Hein. Donc votre portefeuille, et ça il faut toujours le garder en tête, le risque aujourd'hui avec son portefeuille crypto, c'est d'avoir un moins 40% comme ça à tout moment, en l'espace de 2 semaines. Et peut-être que certains n'y croient pas, mais ça, parce qu'en ce moment on est très bullish, on a envie d'être euphorique, mais croyez-moi, ça peut se produire. Voilà, donc on va continuer maintenant avec les cryptos dont je parlais tout à l'heure, entre le top, du coup j'ai dit entre le top 50 et le top 100. Franchement, j'ai très envie de toutes les passer carrément, d'en analyser 50 avec vous, mais en fait ça serait trop. On va commencer par la 50e rapidement, le SUI, j'ai regardé son graphique en off, je l'ai affiché. On est un peu élevé, et puis surtout il n'y a pas assez d'historique pour tirer quelconque conclusion. Voilà, moi je vais voir au moins ça pour me dire que ça peut être cool d'investir. Mais en fait le raisonnement il est ailleurs. Quand vous avez ce genre de graphique à l'écran, par exemple avec un 300% à x4, là en l'espace par exemple de quelques jours, quelques semaines, il faut se poser la question de quel est le projet, c'est quoi ce truc, pourquoi déjà il n'a pas d'historique, donc ça veut dire que c'est récent, de quoi il s'agit, etc. Donc vous allez dessus, là on voit que c'est un protocole layer 1, donc c'est une blockchain à part entière, regardez, il y a un contrat sur la blockchain de SUI directement, c'est un nouveau truc, peut-être que c'est très scalable, il parle ici d'ailleurs de scalabilité, j'avais pas regardé avant, il parle effectivement de bénéficier de la facilité du Web 2 pour créer des choses concernant le Web 3, donc voilà. Ça mérite d'aller un peu plus loin que ce que je viens de le faire là tout de suite maintenant, mais ce que je veux dire c'est que, admettons vous avez un portefeuille composé de 10 000 €, voilà, 10 000 €, vous avez du Bitcoin, de l'Ether, etc. Et vous voulez constituer 1 000 € avec des cryptos un peu comme ça, un peu récentes,
Et bah, ça peut valoir le coup peut-être de mettre un petit billet sur ce genre de truc. Peut-être 100 euros, vous voyez, sur vos 10 000 seulement. Mais en tout cas, si derrière il fait un fois 100, ce qui est possible, parce qu'il va y en avoir des nouveaux projets, comme des nouvelles blockchains comme celle-ci, ou comme celle dont on a parlé aussi lors des émissions précédentes. Là, j'en ai même plus forcément en tête, mais il y a beaucoup de projets en fait qui se lancent. Je pense aussi à TIA et à Dimension, vous voyez ici, qui est 77e d'ailleurs. Ça peut valoir le coup pour ces nouveaux projets qui ont des graphiques avec très peu d'historique, de se renseigner dessus, d'essayer de décerner un peu de quoi il s'agit, comment ça marche, etc. pour savoir un peu sur lesquels vous voulez mettre un peu des billets. En tout cas, en termes d'analyse graphique, je peux rien vous dire. Et puis même, moi je fais pas trop de fondamental. Je pourrais aller en profondeur dedans, mais ça me demanderait tellement de temps de le faire que vous voyez, c'est presque, je vais dire, c'est pas le même sujet. Moi j'aime beaucoup les graphiques et je le fais de mon côté, je regarde un peu les projets, je vais mettre quelques billets dessus, mais c'est pas des montants très élevés et peut-être que je vais me tromper aussi. Ensuite, on a MKR, BIM et Rune. Voilà, donc MKR, vous avez le graphique en weekly, c'est très long terme. Là, on était en août 2021. Le sommet, c'était à ce moment-là aux alentours des 4 000 $. Et il a un graphique très joli parce qu'il revient déjà aux 2200 et puis il a latéralisé quand même un bon moment, ou plutôt il a dessiné un joli arc de cercle ici. Donc en termes graphiques, ça vaut pas forcément le coup. Maintenant, c'est le projet derrière le stablecoin DAI, qui est un stablecoin complètement décentralisé. Qui est quand même classé 23e, ce qui est énorme pour un... Enfin, je pense que c'est le plus gros stablecoin décentralisé, évidemment. Sinon, on a l'USDT, mais c'est centralisé, ça veut dire qu'il y a des personnes qui possèdent des vrais dollars derrière, qui sont backés. Pour un USDT, vous avez $1. Enfin, ça, c'est la théorie, voilà. Je ne sais pas vraiment en pratique si c'est le cas. L'USDC, c'est pareil, c'est des stablecoins centralisés. Il y a des entreprises derrière qui gèrent ça et qui émettent et qui retirent, un peu comme les euros, quand ils sont émis, qui sont retirés du marché par les banques centrales. Donc, c'est des stablecoins centralisés. Donc, l'USDC, l'USDT, etc., c'est un peu pour moi des sortes de malfaçons, j'allais dire, dans l'écosystème, c'est pas du tout le bon mot, simplement pour dire que ça a été créé uniquement pour éviter de devoir repasser sur du fiat, parce que vous restez dans un truc qui reste donc du coup une crypto sur la blockchain. Donc quand vous changez des cryptos en USDT ou en USDC, vous n'avez pas besoin de déclarer, vous restez dans l'écosystème crypto. Mais la faiblesse de ce truc-là, c'est que ça reste finalement en rapport avec les banques de la vie réelle, puisque par exemple, il y a plein de dollars, donc parmi lesquels l'USDC est backé. L'USDC est backé par des vrais dollars. Il y en a plein qui sont dans des banques américaines, des banques peut-être du monde entier, je ne sais pas. En tout cas, il y a une des banques de la Silicon Valley qui avait fait faillite il y a quelques mois, je ne me rappelle même plus le nom de la banque. Et bref, il y avait, je ne sais plus, je crois, 1 milliard de dollars qui donc appartenait à Circle, donc la société derrière l'USDC, qui se trouvait dans cette banque, qui ont été bloqués. Cet argent a été bloqué pendant plusieurs jours. Il y avait un doute sur le fait, c'était un doute, on va dire entre guillemets, c'était une sorte de panique qui s'est créée autour de ça, qui fait que l'USDC, je crois, je suis pas sûr, mais je crois qu'il s'était dépeg un petit peu, c'est-à-dire qu'il valait moins, ouais c'est ça, il était descendu aux 90 centimes, un truc comme ça, et c'était un peu la panique. Le Bitcoin a perdu 15-20% direct, quelque chose comme ça, enfin je suis pas sûr de donner les bons chiffres, simplement pour vous dire que malheureusement l'écosystème est dépendant de ce système de stablecoin backé sur des vrais dollars, qui sont dans des vraies banques, vous voyez. Et l'avantage du décentralisé, donc du DAI en l'occurrence, c'est que il peut pas y avoir ce genre de souci, mais il peut y en avoir d'autres. Voilà, bon bref, on va pas discuter de tout ça maintenant. J'étais parti pour faire des analyses à la base. J'ai envie de regarder HNT, Mina, et il y a le BGB qui a cassé tous les niveaux aussi. Donc on va faire ça dans l'ordre. HNT, USD. Alors HNT, très très joli graphique, enfin en tout cas très haussier, trop haussier pour imaginer un investissement. Il y a eu la jolie latéralisation. Des fois, vous voyez, on a cette sorte de triangle rectangle qui se dessine. C'était le cas notamment pour beaucoup de bottom. Et en fait, on a cassé vers le haut et non pas vers le bas comme on aurait pu l'imaginer. Mais en même temps, on était revenu sur des points de support hyper pertinents parce que c'était les niveaux avant Bull Run 2021. Derrière, on casse cela par le haut. On atteint les 10 $ avec à l'époque un HNT qui valait, à l'époque, je parle d'il y a quelques mois, $1,40. Donc 1 x 10, ça vaut pas forcément le coup aujourd'hui. Voilà, il va falloir patienter effectivement, attendre un petit retracement. Ensuite, on a Mina. USD, donc là malheureusement j'aimerais bien trouver un joli graphique pour vous dire voilà, celui-là il vaut vraiment le coup pour investir. Déjà Mina il est plus intéressant en termes graphiques parce qu'il est moins monté, en tout cas visuellement parlant, ça se voit sur l'échelle du graphique. Maintenant en termes de performance, on va voir, on est à 200%, donc ça x 3,6 quand même, c'est pas mal. Malgré tout, ouais, on a quand même la tendance baissière ici sur Mina et la zone à privilégier, ça serait celle-ci. Et je pense qu'il faut l'attendre cette zone parce que vu que là on avait des points bas toujours plus bas, on n'a pas de joli W dessiné, donc on peut supposer que ça puisse se produire donc entre les 86 centimes et les 64 centimes pour Mina. C'était quoi l'autre que je voulais faire? J'ai déjà oublié. Ah oui, il y avait le BGB. Alors le BGB, on va voir, il n'a pas vraiment vu de bear market. Maintenant
j'aimerais bien m'intéresser vraiment au tokenomics de cette crypto pour savoir un peu ce qui pourrait se passer par la suite. Mais là, bien sûr, c'est trop haussier. Moi, bien sûr, pour moi, et ça l'était déjà quand on était ici, et aussi ici, c'est trop haussier pour investir dedans. Donc j'attends toujours un retracement sur ce token pour imaginer vraiment en acheter. Puis derrière, avec du BGB, je suppose que vous allez avoir des avantages sur la plateforme, évidemment, comme c'est le cas sur Binance avec des BNB. Je continue. D'ailleurs, il y a eu un launch pool sur Binance. Je l'ai raté, je suis dégoûté. Vous voyez, moi je suis dans les cryptos. En tout cas, je vous fais des vidéos tous les jours et je me connecte pas tous les jours à Binance. Et il y avait un launch pool d'une crypto qui s'appelle Pixel, je crois. Et elle est listée aujourd'hui. Et pendant 10 jours, on pouvait la farmer sur le launch pool. J'ai même pas fait gaffe. Donc n'hésitez pas dans les commentaires dès qu'il y a un launch pool Binance à me le dire, hein, parce que même moi je les rate en fait. Parce que en vrai, quand même, je dois vous l'avouer, j'ai une vie à côté des cryptos. Je fais pas ça H24 non plus. Et des fois, je rate des choses. C'est dommage. On va continuer. Alors, on a AVE, DYDX. Bon, il y a beaucoup de cryptos en fait là qu'il faudrait regarder. On va pas pouvoir toutes les faire. Je vais en sauter quelques-unes. DYDX, oh, le graphique est très joli, hein. Je pense qu'on l'avait regardé il n'y a pas si longtemps que ça. La latéralisation, enfin en tout cas le petit range baissier qui s'était dessiné ici, vous voyez. Derrière, bon, on a la confirmation de se dire, voilà, ça y est, peut-être qu'on sort de ce range baissier. Comme sur Mina, hein. Vous avez vu Mina que je vous ai montré il y a à peu près 2 minutes. Là, en fait, je vous ai montré Mina. On avait le range baissier et la cassure. Et je vous ai dit, bah moi, la zone que j'attends pour investir dans Mina, c'est le retour en ZR. Et bah, regardez ce qui s'était passé ici. Parce que quand même, c'est intéressant de constater les mêmes choses. À savoir, les plus bas qui sont toujours plus bas. La cassure du range baissier. Ok, super, on attend le retour en ZR. Le retour en ZR, je vous le montre, il est ici. Piouf, 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 piouf. Entre les 2 $ et les 1,56. On vient atterrir là-dedans pour reconstituer de nouveau un W et ensuite confirmer une cassure. Donc vous voyez que cet espace de prix il était pertinent. Maintenant je dis pas voilà on n'a pas encore fait un x10 ou quoi que ce soit, mais c'est très joli ce graphique parce que maintenant il construit quelque chose d'haussier et c'est toujours plus embêtant d'aller en acheter maintenant que là dans cette ZR, vous voyez évidemment. Donc voilà, ça c'est pour DYDX. On va continuer avec ce qu'il y a ensuite. Le Sand qui prend 10%, le Blur qui prend 27%. On peut regarder Blur, mais je pense qu'il n'y a pas énormément d'historique. C'est un peu la plateforme concurrente à OpenSea pour les NFT. Donc voilà, bon, le graphique est trop haussier, ça va pas m'intéresser. Le DIM, voilà, crypto très récente. Chiliz, on voit que Chiliz performe. Tiens, cette crypto qui ne faisait rien, dont on avait parlé également à de nombreuses reprises. Mais en termes graphiques, vous voyez, c'est encore trop léger. Ouais, effectivement, on a quand même une tendance long terme très baissière hein, qui est dessinée ici. Et cette reprise, elle est que trop récente et très légère, même si on a quand même un 100%. En fait, on est tombé tellement bas que la moindre petite hausse, bah, ça établit un 100%. Et pas finalement convaincante pour moi. Il faudrait effectivement voir quelque chose de plus construit sur Chiliz. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tiens, j'aimerais bien aller voir Gala. Qu'est-ce qui se passe sur Gala, la crypto? Ça, c'est un protocole de jeu Web3. Donc là, c'est vraiment, vous avez des jeux qui sont construits sur quelque chose qui est complètement décentralisé et qui tournent. Les jeux eux-mêmes tournent et fonctionnent en ligne sur des nodes complètement décentralisées. Donc pour le coup, c'est vraiment une vraie plateforme Web3, Gala. Et je crois énormément en l'avenir de ce projet, même si pour l'instant, il n'y a pas forcément beaucoup de jeux sur lesquels j'ai pu jouer. Même si pour l'instant, malheureusement, je pense que l'adoption, elle n'est pas du tout faite et que ça va prendre peut-être du temps. On voit qu'on est dans un joli range qui s'écrase. Est-ce qu'on va le casser par le haut? C'est la question qu'on se pose, mais graphiquement parlant, on attend vraiment cette cassure pour se dire que peut-être ça peut être intéressant d'investir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On arrive déjà au top 100, on a le rose, IOTA, CFX. Alors CFX, très intéressant, on en a parlé plein de fois sur la chaîne, je vous le montre de nouveau pour ceux qui ne sont pas encore passés à l'action, parce que ça peut être intéressant de le faire. Bon, on était évidemment encore sur des prix plus intéressants il y a quelques semaines quand j'en parlais. Maintenant, on voit qu'on est monté vers les 24 centimes. La TH, c'est les 48. Et que voilà, on est plutôt dans cette ZR. Hein. Peut-être que ça peut être intéressant de jouer le coup, effectivement, où on y retourne entre les 20 et les 11 centimes pour Conflux. Maintenant, IOTA et Rose. Et comme ça, après, je termine cette émission. IOTA USD, voyons voir ce que ça donne. IOTA, la vieille crypto, hein, parce que cette crypto elle existe depuis très longtemps, hein, elle était ici en 2019, elle était là déjà en 2018, hop, petite erreur, puisqu'elle avait atteint son ATH à 6 $ à cette époque-là. Lors du précédent bull market, elle n'a pas fait grand-chose, si on la regarde par rapport au Bitcoin, d'ailleurs je pense, bon, on va peut-être pas le faire, mais elle est quand même assez baissière, et là ce qu'on voit c'est que il y a une reprise très récente, et bien sûr trop récente pour en tirer quelconque conclusion. On casse enfin la tendance baissière. On revient sur la mèche, c'est rechercher la ZR ici entre les 22 et les 18 centimes. On se retrouve aujourd'hui sur les 27.
En tout cas, ils sont très actifs. Je vais régulièrement voir le site, ce qu'ils proposent, etc. C'est quand même hyper intéressant. Je vous invite à faire de même si ça vous intéresse. On va regarder maintenant et terminer avec Rose. Donc Oasis Lab, c'est un projet qui concerne la confidentialité des données numériques, si je ne dis pas de bêtises. Et ici, en tout cas, à l'époque, c'était ça, mais des fois, les projets, ils changent de bord, etc. Et puis, vu que je n'étudie pas tous les projets tout le temps non plus, peut-être que ça a changé, mais je crois pas. Et là, vous avez ici une crypto qui est revenue sur les 4 centimes après avoir touché les 58 au mois de janvier 2022. Janvier 2022. Ah ben ça alors, c'est rare. Il n'y a pas beaucoup de cryptos qui ont fait leur ATH en janvier 2022. La plupart, c'était en novembre 2021 ou alors en mai 2021. C'était l'euphorie crypto, mais l'alt-season de janvier 2022, il y en a eu une, c'est vrai, mais elle concernait que très très peu de crypto. Je ne savais pas que c'était le cas pour Rose. Donc intéressant de voir ça, effectivement. Et là, ensuite, on a chuté très fort, très vite. On voit que c'était de la spéculation excessive. C'était la dernière vague, en fait, avant le marché baissier qui a commencé au mois de juin 2022. Je vous le montre rapidement avec le Bitcoin pour ceux que ça intéresse. Vous avez ici le mois de novembre. Hop, janvier 2022, c'est ici que Rose a fait son ATH. Derrière, on avait cette ligne de tendance qu'il ne fallait pas casser, sinon ça voulait dire qu'on entrait dans le bear market. Elle a été cassée rapidement, notamment au mois de mai. Voilà, mai 2022 pour moi c'est la confirmation, c'était la confirmation du marché baissier. Et là vous voyez qu'on est en train de repartir vers le haut, hein. Mais ça va peut-être prendre du temps, on va peut-être construire des choses évidemment qui vont naviguer, hein, on va dire de haut en bas. On ne va pas monter comme ça d'un coup. Ça arrive, mais vous voyez que c'est arrivé ici, donc je vous montre. C'est arrivé quand même 31 semaines après le halving. Et ici, si je reprends le marché précédent, c'est arrivé à peu près, je fais vraiment du pif, hein, 41 semaines après le halving. Donc ça veut dire que grosso modo, le halving, nous, il va se produire en avril, le 15 avril, entre le 15 et voilà, la semaine du 15 avril 2024, donc très bientôt. Si on prend 31 semaines, ça veut dire qu'on pourra avoir le début de la montée du Bitcoin et donc des cryptos très violentes vers le mois de novembre 2024. Si ça se produit à 41 semaines, ça peut être au mois de janvier 2025, vous voyez. Donc c'est intéressant de voir ça. C'est intéressant de savoir qu'en fait l'euphorie, elle devrait se produire fin 2024, début 2025, quelque chose comme ça. Et je parle de cette euphorie qui se trouve ici. Je parle de ça. Je parle aussi de, à l'époque, du coup, alors si je retourne, il faut que je zoome un peu. On avait dit 40 semaines, c'était de ça, vous voyez, cette euphorie-là. Donc c'est intéressant. Bref, je retourne sur mon Rose. Vous voyez que je change souvent de sujet, mais Rose, effectivement, un prix très intéressant, ou du moins une latéralisation hyper intéressante sur ce graphique qui s'est dessiné et qui finalement a cassé vers le haut, hein. On latéralise, on confirme quelque chose d'haussier en cassant les précédents sommets. Et maintenant, ce qu'on voudrait voir sur Rose pour se dire qu'on a un très bon niveau pour un palier d'achat, parce que évidemment, maintenant, moi je parle par rapport à l'état actuel des choses. Je ne vais pas vous dire oui, mais c'est trop tard, pourquoi est-ce que vous achetez du Rose maintenant? C'était là qu'il fallait le faire quand j'en parlais il y a un an, etc. etc. C'est ce que des fois j'ai envie de vous dire, mais non, moi je reste concret sur l'actualité du moment, le graphique actuel. Il nous dit voilà, c'est monté, c'était le moment d'investir il y a 6 mois, un an. Aujourd'hui ça l'est pas forcément, mais vous avez peut-être l'opportunité d'avoir cette zone de prix dans les mois qui viennent pour investir encore une fois sur Rose. J'arrive sur la fin de cette émission qui a été peut-être où j'ai, on va dire, divagué sur plein de sujets différents pour revenir un peu sur les analyses initiales, mais c'est pas grave. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne, probablement demain. Ciao tout le monde.